Droit du travail, troisième partie. Nous, en cette dernière partie, nous allons parler de l'entreprise et de son règlement intérieur, de la médecine du travail, l'hygiène, la sécurité dans l'entreprise. Et nous allons aborder la notion de protection sociale des travailleurs et énoncer quelques exercices pour finir le cours. Allons-y rapidement. Euh, dans, dans la première partie, nous avons eu à traiter de la notion de droit de travail. Nous avons parlé de la formation du contrat de travail, de l'exécution du contrat de travail en termes de droits et obligations des parties concernées. Nous avons abordé les notions de suspension de contrat et de rupture de contrat. C'était au niveau de la première partie. Au niveau de la deuxième partie, nous avons abordé le salaire et ses accessoires. Puis, nous avons défini ce que c'est que les syndicats, les délégués du personnel, les conventions collectives. Nous avons parlé de la durée du travail, de tous ces aspects, des conflits de travail aussi. Nous les avons abordés. Puis, nous avons fini par l'inspection du travail. Et nous allons finir en cette troisième partie par l'entreprise et les règlements intérieurs, par le programme ci-dessus énoncé. D'accord? Et nous vous saluons et vous souhaitons tous les bienvenus à notre salle de cours à Shaya Fondation où nous faisons des hommes libres à partir de l'instruction, de la formation et de l'information. Construire l'homme et l'homme en entier, c'est l'objectif de ce que nous faisons ici. Alors, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Démarrons, tout en vous invitant à devenir partenaire, à nous soutenir et à rester connecté à notre chaîne, à vous fidéliser à notre chaîne. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, veuillez les notifier. Il est facile de nous contacter. Nos numéros sont disponibles, nos adresses, nos contacts. D'accord? Shalom. Alors, l'entreprise et le règlement intérieur. Dans une entreprise, on distingue notamment l'employeur et ses travailleurs ou son travailleur qui sont tenus de respecter les ordres reçus pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Cependant, l'employeur doit élaborer un règlement intérieur dès que le nombre euh, de ces travailleurs ou de ces employés est égal à au moins 15 personnes. Alors, l'entreprise étant cadre de mise en œuvre de ces règlements intérieurs, nous devons comprendre que l'entreprise, en tant que lieu de travail, est le cadre de conception et de mise en œuvre des règlements intérieurs. Définissons l'entreprise proprement dite.
L'entreprise est une organisation individuelle ou collective ayant une activité de production, de distribution, de fourniture des biens ou services dans le but de rechercher un profit. Alors, une entreprise peut comporter un seul établissement ou deux distincts établissements l'un de l'autre, ou plusieurs même. Mais pour être divisée en établissements, une entreprise doit comporter au moins 22 salariés. Alors, les types d'entreprises que nous avons les entreprises selon le secteur d'activité où on a les entreprises privées, les entreprises publiques, les entreprises mixtes. On a aussi les entreprises selon le type d'entretien, selon le type d'entreprise, sinon selon l'objet. Selon l'objet, on a des entreprises du secteur primaire, secondaire et tertiaire et des entreprises selon le nombre de personnes. Donc, le nombre de personnes qui ont créé l'entreprise. On a les entreprises unipersonnelles. La personne peut être la seule à gérer ou des entreprises sociétaires. Puis, enfin, on a des entreprises selon la taille du personnel et la grandeur de l'entreprise. Alors, on a les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Aujourd'hui, nous sommes dans le réseau, donc nous avons des méga, d'accord, et des giga entreprises. Et quels sont les règlements intérieurs? D'abord, voyons ce que c'est qu'un règlement intérieur, puis nous allons définir l'élaboration et la procédure des personnes impliquées dans le règlement intérieur d'une société. Alors, le règlement intérieur est un document qui prévoit les dispositions relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Selon les articles de chaque code du travail, il est précisé que toute autre clause qui viendrait à y figurer, notamment celle relative à la rémunération, serait considérée comme nulle de plein droit en termes de définition d'entreprise, d'accord? En termes de définition d'entreprise pour ce qui concerne le règlement intérieur. Alors, en outre, le règlement intérieur doit se conformer aux lois et réglementations, sinon aux lois et règlements en matière de travail. Ceci est garanti par l'inspecteur, sinon l'inspection, d'accord, du travail surtout. Parlons de l'élaboration en termes de procédures et de personnes impliquées. L'élaboration du règlement intérieur. Le règlement intérieur contient les règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il traduit le pouvoir de direction reconnu à l'employeur qui découle du lieu de subordination juridique. Il est de source patronale, mais le délégué du personnel et l'inspecteur du travail doivent donner leur avis. Le règlement intérieur est établi dans le mois qui suit l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Après réception du visa de l'inspection et de l'inspecteur du travail sur le projet dans un délai maximum d'un mois, le chef d'entreprise dépose en 2 exemplaires le règlement intérieur visé au greffe du tribunal de première instance. Ensuite, le texte intégral doit être affiché au lieu habituel d'information de l'entreprise. Alors, le règlement intérieur fixe la date à partir de laquelle il est en vigueur. Cette date doit être postérieure au moins de 2 mois à la date du dépôt auprès de l'inspection du travail. Il doit prévoir aussi des sanctions applicables en cas de violation, c'est-à-dire des avertissements, des blâmes, des mises à pied, des mutations. Je parle de blâme et non de blâme, d'accord? Les blocages de rémunération ou d'avancement, les rétrogradations et rétrogradation, le licenciement, d'accord, les mises à pied, bon, pour ne citer entre autres que ceux-là. Il faut comprendre que le règlement intérieur est un instrument de gestion du personnel. L'employeur a obligation d'en informer le travailleur le jour d'embauche. Et une copie doit être gardée par celui-ci en bonne et due forme. Et il met en œuvre à lui seul les 2 ou 3 pouvoirs principaux de l'employeur. Le pouvoir de direction, le pouvoir disciplinaire, d'accord, et les autres pouvoirs dédiés à l'employeur face aux travailleurs. Qu'est-ce que la médecine du travail? Parlons d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Le travailleur peut être confronté à des risques liés aux accidents de travail ou l'exposant à des maladies professionnelles. Pour prévenir ces problèmes, l'employeur est tenu de prendre certaines mesures pour s'assurer la santé et la sécurité du travailleur dans son entreprise et aux environs. Alors, la médecine du travail, c'est la partie de la médecine qui intéresse strictement à la santé et à la sécurité du travailleur au sein de l'entreprise et les mesures appropriées à prendre pour éviter et prévenir et prendre en charge les maladies professionnelles et les accidents de travail. Le médecin de travail se présente donc comme le principal conseiller de l'employeur ou le chef d'entreprise ou du chef d'entreprise en matière d'hygiène, de sécurité au travail ou de santé et de sécurité, d'hygiène, de sécurité, de santé et sécurité au travail. Alors, le rôle du médecin du travail au plan humain, il veille et surveille l'état, il veille sur et surveille l'état des travailleurs par des examens cliniques, la visite médicale, l'embauche, d'accord, la visite médicale d'embauche, la visite annuelle, la visite de reprise après une absence au travail pendant un certain temps, d'accord, euh, pour les maladies professionnelles et autres. Euh, il faut aussi dire que le médecin du travail vérifie l'adaptation du travailleur au poste du travail en collaboration avec le conseiller, sinon le comité d'hygiène et de sécurité dont il est membre de droit. La compétence du médecin du travail
au plan humain, peut prendre en compte les instruments de travail utilisés en matière de sécurité sanitaire, les matières premières utilisées, les conditions de travail et autres. Le rôle proprement dit du médecin du travail au plan technique, il veille et surveille il veille sur et surveille l'application des mesures d'hygiène et de sécurité des locaux. Oui, il étudie les moyens d'assurer les conditions de travail sur le plan sanitaire. Il doit être consulté obligatoirement avant l'adaptation de nouvelles techniques dans l'entreprise. Et en termes d'hygiène et de sécurité, ce que nous avons présenté tout à l'heure, c'était au plan humain et au plan technique. Mais en termes d'hygiène et de sécurité, il faut dire que l'hygiène dans une entreprise peut se définir comme l'ensemble des mesures prises par le chef d'entreprise pour garder sain le lieu de travail afin de prévenir les maladies. Quant à la sécurité dans l'entreprise, il faut dire que la sécurité dans l'entreprise est l'ensemble des mesures prises par l'employeur pour assurer la tranquillité des travailleurs et les prévenir d'accidents, sinon prévenir les accidents de travail, les accidents sur le lieu de travail. Les mesures d'hygiène et de sécurité sont les suivantes. Strictement, mesures d'hygiène. Qu'entendons-nous par là? Il faut que les locaux appropriés existent et qu'ils soient séparés et bien disposés. Les locaux de travail, d'aisance et de toilettes, les réfectoires, les ateliers. Il faut que les installations nécessaires soient effectuées aux locaux, l'électricité, la plomberie et autres, d'accord, la circulation de l'eau, tout cela, d'accord, la circulation de l'air, de la lumière. Et disons que ces locaux aussi, en termes de sécurité et mesures de strictement d'hygiène, il faut dire que les locaux doivent être tenus en état de propreté et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Il faut aussi parler des mesures relatives à la température des locaux, l'aération, l'éclairage, l'eau potable, les ventilations, l'évacuation des gaz, les toilettes doivent tous être prévus. Et en termes de consommation d'alcool, de stupéfiants, de tabac, tout ceci est interdit de plein droit, d'accord, dans les mesures strictement d'hygiène. Alors, il faut aussi voir que en tenant tenant des préoccupations du droit de l'environnement, la pollution sera évitée sous toutes ses formes. Même quand on parle des pollutions sonores, les nuisances sonores, les nuisances olfatiques et autres. Quelles sont les mesures de sécurité strictes? J'avais parlé des mesures de sécurité en matière d'hygiène, strictement hygiénique. Mais maintenant, les mesures de sécurité strictes. Il faut dire que ces mesures visent la protection des travailleurs contre les risques de chute, de heurts, d'asphyxie, et d'où l'usage des escaliers, passerelles, ascenseurs, monte-charge, isolation des machines et autres sont de rigueur. La mesure de sécurité stricte vise aussi la protection des travailleurs contre les machines, d'où leur entretien régulier. Elle vise aussi la protection
contre les produits dangereux, d'où l'étiquetage et l'emballage des substances et préparations dangereuses. La mesure de sécurité stricte vise aussi la prévention des incendies, d'où il faut des dispositions particulières aux locaux où sont exposés ou manipulés les matières inflammables, l'existence de moyens d'extinction, les issues de sortie, les issues de sécurité et autres. Les mesures de sécurité strictes prennent en compte aussi le fait de tenir dans les meilleures conditions de sécurité les machines, mécanismes, appareils de transmission, les outils, les engins mécaniques et autres. Elle vise aussi à isoler les moteurs en partie mouvants des machines. D'accord? Elle vise à isoler les moteurs et les parties mouvantes des machines. Cette sécurité de mesures de sécurité strictes vise aussi vise aussi le fait que les répartitions dans les entreprises doivent être organisées en dehors des heures de travail et exécutées avec des précautions prévues dans l'organisation. Nous allons dire au fait que l'employeur a obligation de fermer le personnel en matière de former le personnel en matière de sécurité, de former et surtout à l'embauche ou après un changement de poste, de même qu'en matière d'hygiène et de sécurité. Les travailleurs ont obligation aussi d'utiliser les dispositifs de salubrité et de sécurité et de s'abstenir de les enlever de là où ils sont placés ou de modifier sans autorisation de l'employeur leurs dispositions. Il doit le travailleur doit être organisé et il doit organiser un contrôle permanent du respect des hygiènes et de sécurité, aussi bien le travailleur que l'employeur. Oui. En mesure de sécurité, parlons aussi des mesures spécifiques de protection des jeunes et des femmes enceintes. Les jeunes de 18 ans ne sauraient avoir des heures supplémentaires. Certains travaux leur sont interdits, les transports de fardeaux par exemple. Il faut aussi comprendre que les femmes enceintes, avant même le repos pour l'accouchement, les congés de maternité, ne doivent en aucun cas exécuter des travaux de nature à exposer leur fœtus. Et après l'accouchement, elles bénéficient d'1 heure par jour pour allaiter leur bébé. Alors, euh, ça, ce sont les mesures spécifiques de protection. En termes de comité d'hygiène et de sécurité, voyons les rôles et les compositions, puis abordons ce qui se passe aussi sur les chantiers. Disons que le rôle du comité d'hygiène et de sécurité est de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, puis de procéder aux enquêtes en cas d'accident de travail grave et de maladie professionnelle en vue d'en déterminer les causes et de proposer des mesures à propos, d'accord, des mesures propres à y remédier.
Dans le cadre de la sécurité, du rôle du comité d'hygiène et de sécurité, il faut que le comité d'hygiène et de sécurité adresse un rapport à l'inspection du travail et à son inspecteur. Il faut dire aussi que le comité d'hygiène et de sécurité assure l'éducation des travailleurs dans les domaines d'hygiène, de la sécurité, de la santé. Puis, il établit chaque année des statistiques d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Donc, vous voyez ce qui se passe dans ces secteurs-là qui sont diffusés sur nos chaînes, nos radios pour attirer l'attention à chaque instant. Alors, quelle est la composition du comité d'hygiène et de sécurité? Il faut dire selon le code du travail, d'accord, il faut que le comité d'hygiène et de sécurité pour les établissements et pour les chantiers soit différent. D'accord? Alors, pour les établissements, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est de ceci. On a le chef d'établissement ou le président ou le chef de l'entreprise. On a le responsable à la sécurité ou le chef des ateliers. On a deux délégués du personnel. Ce nombre peut même aller jusqu'à trois pour les entreprises employant plus de 250 salariés et à 5 lorsque l'effectif dépasse 500 salariés. On a le médecin ou l'infirmier de l'entreprise qui sont ceux qui composent le dit comité d'hygiène et de sécurité. Leur rôle, nous les avons déjà présentés ci-dessus. Vous me suivez toujours. OK. Alors, n'oubliez pas que nous sommes au niveau de la troisième partie de ce cours et que vous devez vous renseigner sur les deux premières pour vraiment mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour les chantiers, en termes du comité d'hygiène et de sécurité, il faut dire ici que le comité de sécurité entreprise est présidé par l'un des chefs d'entreprise euh, concourant aux activités du chantier. Il est composé des responsables, sinon du responsable de chaque entreprise, du médecin ou de l'infirmier assurant la surveillance médicale du personnel du chantier, de deux représentants des travailleurs. Alors, le comité se réunit au moins une fois par trimestre, puis à la suite de chaque accident de travail ou maladie professionnelle grave. Il importe d'ajouter que tout chef d'entreprise ou d'établissement doit organiser un service de santé au travail au profit des travailleurs qu'il embauche et qu'il emploie, après consultation des délégués du personnel ou du comité d'hygiène et de sécurité. On ne doit pas confondre comité d'hygiène et de sécurité à la Commission nationale de sécurité et de santé au travail, instituée auprès du ministère du Travail et de la fonction publique. D'accord? Si cela se passe ainsi aussi dans votre pays, alors nous disons la même chose. En termes de protection sociale des travailleurs, que pouvons-nous dire? Il faut comprendre que la protection sociale du travailleur euh, dépend de beaucoup de choses que nous allons voir rapidement, que nous allons analyser rapidement. La vie d'une personne traverse des événements heureux
et des situations aussi malheureuses. Il est davantage, il en est de même, d'accord, il en est davantage pour le travailleur par rapport à sa vie professionnelle. Voilà pourquoi la sécurité sociale a été prévue pour prendre en charge les risques professionnels du travailleur, ce qui se fait par des comités nationaux établis en termes de sécurité sociale et autres. D'accord? Alors, qu'est-ce que la notion de sécurité sociale et de risques sociaux? La sécurité sociale est l'ensemble des euh, régimes assurant la protection de l'ensemble de la population contre les différents risques sociaux. Et qu'entendons-nous par risques sociaux? Les risques sociaux sont des événements le plus souvent imprévisibles qui jalonnent la vie de toute personne et dont la prise en charge nécessite des décaissements d'argent. Pour l'essentiel, on peut citer les maladies, la maternité, l'invalidité, la vieillesse, le décès, les accidents, dont les accidents de travail, les maladies professionnelles, les charges familiales, 3 points de suspension. Par rapport à une entreprise, ces risques deviennent des risques professionnels. D'où la question fondamentale, en cas de survenance de l'un de ces risques, qui doit prendre en charge le travailleur? Est-ce l'employeur ou l'État? Le principe tenu est que les trois doivent y concourir. Voilà pourquoi on a établi la Caisse nationale de sécurité sociale, d'accord, où euh, elle a été créée et placée sous l'autorité du ministère du Travail et de la fonction publique de certains pays. OK. La Caisse de sécurité nationale est un établissement public à caractère social créé pour prendre en charge les risques auxquels sont confrontés les travailleurs. Ces moyens financiers proviennent essentiellement des travailleurs, des employeurs, de l'État, mais aussi des revenus d'activités initiées par celle-ci. Quels sont les services de cette caisse-là? Les services centraux, d'accord, qui sont situés dans les villes métropolites. On a aussi les services extérieurs qui sont des annexes placées dans chaque ancien lieu ou district ou département en prenant en compte un service administratif ou un centre d'action médicale pour, pour assurer le suivi médical de la mère et de l'enfant. On peut voir trois, d'accord, les sessions publiques, les sessions études, les sessions de liquidation. On a aussi la session des archives, d'accord? Au niveau de la section des archives, elle classe et conserve les pièces et informations d'un certain âge. Au niveau de la section de liquidation, elle se charge d'établir les décomptes des différents droits en vue de leur paiement. Au niveau de la section études, elle est chargée de protéger, sinon de procéder à l'ouverture des droits, des allocations, après étude des dossiers. Puis, quand on parle du guichet, d'accord, du guichet en termes de session, elle permet le contact entre les allocataires et leur dossier. D'accord? Voyons par exemple ceux qui bénéficient des allocations
et les agents chargés de la liquidation, ceux qui traitent et calculent euh, et qui en rapport avec leur dossier. Les prestations familiales. Les prestations familiales en termes d'allocation prénatale ou de maternité, en termes d'allocation au foyer du travailleur, en termes d'allocation de licenciement, en termes d'allocation familiale, X montants par mois sont fixés. D'accord. Peut-être si vous voulez, on pourra un peu les présenter. Oui, d'accord, allons-y alors. Qu'entendons-nous par allocation familiale X montant par mois? Elle est destinée à aider à l'entretien de l'enfant à charge tant sur le plan sanitaire qu'éducatif. L'allocation de licenciement, elle n'est rien d'autre que le versement des allocations familiales pendant les 3 premiers mois qui suivent la mise au chômage du salarié. Et l'allocation euh, au foyer du travailleur, voyons, c'est une aide qui est faite aux ménages dès leur début, d'accord, et son octroi est limité aux 3 premiers enfants. Dans d'autres, c'est seulement un enfant qui est pris en compte, hein, en compte. Dans d'autres, c'est deux. Bon, ailleurs aussi, ça dépend de la législation en vigueur. Alors, l'allocation parentale et de maternité, elle est instituée afin d'inciter la future mère à à se faire suivre régulièrement pendant la grossesse. Euh, Lors de l'accouchement et aussi de faire suivre son enfant pour la première année. Nous continuons toujours pour faire comprendre que ici, nous sommes en train de présenter euh, la protection sociale des travailleurs dans la troisième partie. Euh, oui, soyez tous les bienvenus pour ceux qui viennent de nous rejoindre. D'accord? Nous sommes en train de continuer notre cours. Merci de suivre avec nous. N'oubliez pas de cliquer, d'aimer ce que nous faisons, de vous abonner massivement. OK. Les risques professionnels et prestations diverses. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le travailleur victime est pris en charge par la Caisse nationale de solidarité. À cet effet, il existe des prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès, les pensions de survivants, de veuves, de veufs ou d'enfants ayant perdu leurs parents, enfants orphelins et autres. Alors, le calcul des cotisations à faire par les cotisants et les prestataires dont les travailleurs sont bénéficiaires obéit à des conditions liées au statut juridique, au statut social, à l'âge et à l'état de santé et au délai de déclaration des risques qu'il faut savoir pour éviter que les droits du travailleur ne soient nuls ou prescrits. Pour cela, le bureau de renseignement de chaque pays
est ouvert dans chaque pays et a ses agences pour faire ce travail, sinon ces travaux-là. Essayons de voir un peu quelques questions, quelques exercices qui pourront aider. Euh, Allons-y. Oui, d'accord. D'accord, c'est bon. C'est très bien. Disons au fait que quand on parle de... Abordons alors les questions théoriques. Quand dit-on qu'il y a contrat de travail? Donnez des exemples. Quand y a-t-il de rupture de contrat de travail? Définis le contrat d'apprentissage et le droit du travail. Explique les caractères du droit de travail. Pourquoi dit-on que la loi portant code du travail est source du droit de travail? Qu'est-ce que le contrat de travail? Le droit de travail est un droit récent. Explique cela et illustre-le par deux exemples. Cite et explique quatre caractères du contrat de travail. Définis la jurisprudence et les usages. Selon certains articles du Code du travail, sauf dispositions particulières expressement prévues au contrat, l'engagement à l'essai peut à tout moment cesser sans préavis de la part ou de la volonté de l'une des parties sous réserve d'abus. Euh, Qu'est-ce que tu entends par cela? Le droit du travail. Quels sont les éléments constitutifs du droit du travail et quels sont les éléments constitutifs du contrat de travail? Présente la nature juridique de la suppression du contrat de travail et cite 5 cas de suppression de travail. Explique les critères d'identification du contrat de travail. Définit les actes d'adhésion et les actes signalmatiques. Allons pour voir. Alors, pourquoi dit-on que la sécurité sociale complète le droit du travail pour donner le droit social? Euh, Définit clairement acte d'adhésion et, comme je l'ai dit, acte euh, synallagmatique. Le droit du travail s'applique à un agent permanent de l'État. Dis pourquoi. Le droit du travail euh, présente des obligations fondamentales pour l'employeur et l'employé, lesquelles? Alors, pourquoi dit-on que le droit du travail a un caractère évolutif et bilatéral? Alors, espérons que notre message et notre cours vous trouvent en parfaite harmonie. Sachez que nous sommes là pour vous et que vous êtes aussi là pour nous.
Restons fidèles et continuons toujours dans cette lignée. Shalom à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous rejoindre inbox avec vos commentaires ou nous revenir sur WhatsApp ou sur Facebook pour plus d'éclaircissement. Alors, nous espérons avoir de vous plus d'apport. Ok, d'accord, d'accord. Alors, continuons avec d'autres exercices. Alors, d'accord, c'est compris. Prenons des cas pratiques. Je vais appeler Monsieur X. Disons, Monsieur X est élève. Il est âgé de 15 ans. Après dispute avec ses parents, il se réfugie chez un ami, tenancier d'une bouvette. Un ami Y qui tient tenancier d'une buvette. Le tenancier Y d'une buvette fait signer à notre ami X un contrat à durée déterminée renouvelable à l'infini pour travailler dans la buvette. Avant conclusion du contrat, le tenancier dit à X que s'il refuse de signer le contrat, il ne l'hébergera pas. X ne sera pas hébergé avant que le contrat ne soit conclu. Ce contrat est fait de façon verbale. Donc, le contrat est conçu et conclu verbalement. Tu es invité à traiter ce sujet-là à partir des consignes suivantes. Je dis de traiter ce texte-là, bien sûr, oui. Un contrat de travail à durée déterminée peut-il être renouvelé à l'infini? Donne ta réponse. Les conditions de validité du contrat de travail sont-elles respectées ici? Dis pourquoi. Le contrat de travail à durée déterminée peut-il être conclu sans un écrit? Justifie ta réponse. Un autre exercice porte sur Monsieur X qui est sous un contrat de travail à durée déterminée. À la fin de son contrat, son patron lui demande de continuer jusqu'à l'arrivée de son remplaçant. À la date convenue, le successeur arrive et X refuse de partir sous prétexte qu'il y a une reconduction et de ce fait, il a droit à une indemnité pour rupture abusive. La déclaration de X est-elle fondée? Justifie ta réponse. Nous avons Monsieur G qui est comptable de formation.
Et il se fait engager comme secrétaire de direction dans l'entreprise ABCD Import Export contre un salaire de 100 000 francs CFA malgré les critères bien définis. Où on dit, par exemple, il doit avoir un bac G dans l'annonce publicitaire. Voici les consignes. Cite les parties du contrat. Quelles sont leurs obligations respectives? Le contrat signé entre les parties est-il valable? Justifie ta réponse. G peut-il évoquer la complicité de l'employeur pour se protéger? Justifie ta réponse. Au niveau de cet audio, nous avons parlé du contrat de travail. Il faut notifier que nous avons fait un plan un peu solide où nous avons parlé des généralités du travail. Nous avons abordé certaines notions, d'accord? Et nous sommes jusqu'à pratiquement à la fin. Ici, il faut voir quelque chose. J'ai une petite dernière partie à ajouter à ce travail-là. D'accord? Un petit exercice pour compléter, finir. Il faut donner un exemple de cas de suppression de travail. Il faut aussi donner un exemple de cas de suspension de contrat de travail. Il faut lire, il faut identifier tranquillement à partir des mots ou groupes de mots suivants ceux qui ont un trait aux obligations du travailleur et ceux qui ont trait à celles de l'employé, de l'employeur du moins. D'accord? Parmi les mots qui suivent là, trouvez ceux qui ont un trait par rapport aux obligations du travailleur et trouvez aussi ceux qui sont relatifs à ceux de l'employé, de l'employeur. Il faut utiliser la lettre T pour le travailleur et la lettre E pour l'employeur. Je vais citer les mots et groupes de mots et vous allez le faire rapidement. Outils de travail. L'obéissance. Les salaires. La non-concurrence. Le secret professionnel. L'exécution du travail. Les meilleures conditions de travail. La sécurité du travail. L'intégrité. Le respect des convictions politiques et syndicales. OK. En espérant que vous nous avez bien suivis, nous allons l'appeler
bonne journée et vous souhaitez le meilleur de vous-même. Ne cessez jamais de vous faire éduquer, de vous faire instruire, de vous faire former. Apprenez, apprenez, apprenez. Ça contribue du développement de la personne et de la construction de la vie de chacun, surtout à ceux qui s'y donnent. Shalom à vous, peace et à la prochaine.